au professeur Hicham Attouch pour qu'il puisse en fait répondre aux questions qui lui ont été adressées. Ok, merci Monsieur Khamlichi. Désolé d'avoir fait ce point d'ordre en réalité parce qu'une fois que nous avons posé des questions, il y a un temps de partage qui est nécessaire des intervenants. Il y a d'autres sessions qui attendent. Je sais bien les contraintes qui sont et bien évidemment la frustration aussi bien du public qui veut poser des questions et des intervenants qui essaient de chercher des ébauches en réalité de réponses. Sans trop allonger un tout petit peu mes réponses, je salue déjà les deux interventions de mon professeur Omar Ktani, M. Zidane Labib que je découvre, et à travers son témoignage en réalité et également présentation, il a essayé de balayer large tout en montrant un peu les contraintes essentielles qui bloquent le développement de la finance participative au Maroc, qui n'est pas toujours question de lobbying, mais également une complexité juridique, économique, institutionnelle, et j'en passe. Rapidement, j'aimerais rebondir sur une question qui a été posée par professeur Ben Mahan concernant un peu les banques participatives et les produits innovants tels que ceux de la FinTech. Et là, j'aimerais revenir sur un élément fondamental en finance islamique. C'est qu'il doit être relié à l'économie réelle. Et c'est là, quelque part, sa force. Sa force, c'est que c'est pas une finance qui va tourner dans une sphère financière déconnectée de la réalité économique et ce qui peut causer des bulles spéculatives. Et de ce coup-là, il faut avoir une économie réelle forte. Au-delà, quel que soit le niveau de la finance islamique ou de la finance participative, appelez-la ce que vous voulez, parce que ça peut être de la finance entrepreneuriale, éthique, participative, coopérative. Au Maroc, on n'aime pas l'appeler islamique, mais ça va de soi quand même. Donc l'essentiel, s'il n'y a pas d'économie réelle, forte, quel que soit le développement financier que l'on peut avoir, y compris celui de la FinTech, ça ne peut pas réussir. Un. Deux, un élément qui est très essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la finance islamique, telle qu'il a été pensée par exemple, l'école pakistanaise, appliquée au Golfe, importée en Europe, puis exportée au Maroc, cette finance-là, il faut le reconnaître, elle est née dans la sphère d'une économie libérale. D'une économie libérale. Et ça l'influence. Parce qu'en fait, c'est comme si vous avez mis un poisson en dehors de l'eau habituelle où il devait être. Ça devait être peut-être de l'eau douce alors qu'elle est dans de l'eau salée. Et donc, il faut prendre en considération cet élément central. En dehors de ça, ça va pas donner de la véritable appréciation de cet élément-là. Bien évidemment, il y a beaucoup de produits financiers qui ne sont pas mis en avant au Maroc, et je remercie M. Zidane parce qu'il avait clarifié certaines contraintes, parce que je pense à la Mosharaka, à la Modaraba, au Salam, Stisna, le Qard al-Hassan, le Waqf, le crowdfunding déjà. Donc tous ces outils, donc apparemment, on y trouve des contraintes. Je passe à une autre question qui me paraît également essentielle. Est-ce que l'origine des capitaux de cette finance est uniquement musulman? Il faut connaître que en Grande-Bretagne, aux États-Unis, cette finance s'est développée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une population cible, parce qu'il y a une aubaine, parce qu'il y a une opportunité commerciale. Et là, je rejoins l'idée de M. Omar Ktani, c'est que, et celle que avec laquelle je viens de commencer, de l'économie réelle, c'est qu'il ne faut pas déconnecter l'économie, ou plutôt cette finance participative islamique, comme j'ai dit, ou éthique, de son contexte général. Et donc, ce contexte général est très intéressant. Donc, la question que j'aimais partager, c'est relative à la zakat et l'impôt. S'il vous plaît, ça nous renvoie à un grand débat. Un grand débat, aussi bien de la charia que actuellement. En fait, la zakat, c'est
un élément premier et central dont un musulman doit se libérer avant d'aller à la question de l'imposition. Et bien évidemment, il a un caractère individuel qui devient obligatoire, et on se souvient de ce qui s'est passé à l'ère de Abu Bakr Siddiq quand elle a mené des représailles à l'encontre des personnes qui ne payaient pas. Moi, je ne reviens pas dans l'histoire. L'essentiel, ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut de l'ijtihad. Et cet ijtihad doit s'ouvrir sur la question suivante. Les zakat, en tant que fonds, non pas intégrés au BGE, budget général de l'État, ni comme un compte spécial de trésor géré par le trésor public, il se peut qu'il soit une institution, il y en a des pays qui ont expérimenté ça, qu'il soit une institution étatique indépendante, et la fiscalité dans ce cas de figure doit être repensée dans une réforme fiscale essentielle. Bien évidemment, je parle très futuriste, mais les dépenses fiscales, il ne faut pas les lier directement avec la notion de la zakat. Et n'oublions pas également d'évoquer la question du waqf dans ce cas de figure. Je ne suis pas un shariati, je ne suis pas un juriste pour faire tout le montage nécessaire pour cette question, mais j'estime que ça mérite d'être pensé. Ça mérite d'être pensé. Bien évidemment, on peut penser même à un montage il y a un débat que j'avais mené avec des amis, parce que là, normalement, la zakat, il est lié à une personne qui est musulmane. Comment va-t-on faire, par exemple, pour une personne qui exerce et qui n'est pas musulmane? Est-ce que la personne musulmane va payer à la fois la zakat et l'impôt, et l'autre ne paye que l'impôt, ce qui pose un problème d'équité. Et donc il y en a beaucoup de débats dans cette question de la zakat. Et donc j'ai essayé de se rapprocher un tout petit peu de ce que M. Driss Nasraoui avait demandé. Finalement, pour clore ce débat, qui me paraît assez intéressant, doit être continu dans le temps, parce qu'en réalité, la dominance de la finance classique fait que on a fondé toute notre concentration sur cette finance, abstraction faite de son importance, et nous avons compris qu'une baignoire qui se remplit avec le taux d'intérêt ne fait qu'engendrer des endettements supplémentaires. Et la dette fait naître de la dette avec des taux d'intérêt. Bien évidemment, ce n'est pas seulement lié aux pays musulmans, il faut remonter également à l'histoire, par exemple, européenne quand elle parle de l'usure. Merci infiniment.